En France, t'as quand même ce truc patron-salarié qui fait vraiment chier. Je suis quelqu'un comme les autres, c'est parce que je suis un patron d'une boîte de 300-400 personnes, que je suis différent, je suis quelqu'un de normal, vous pouvez me parler. Quand t'arrives à une certaine taille, quand t'es le patron, les gens ils te regardent avec une sorte de déférence, comme si t'étais Dieu, quoi. C'est vraiment casse-couille. Je lui avais proposé le CDI A pour associé. Donc créer un nouveau statut, quand il y a le CDD, il y a le CDI, il y a le CDIA, et donc t'es associé. Sûrement une des grosses raisons du burn-out avant le temps de travail, c'est justement ce dédoublement de la personnalité qu'ont les gens au boulot. Donc nous, chez Morning, l'objectif c'est que tu sois toi-même. Parce qu'en fait, quand t'es toi-même, non seulement tu te sens mieux, mais surtout tu travailles mieux. Je prends souvent l'image d'une équipe de foot. Tu fais une passe sur le bon pied de la personne, parce que tu la connais bien. Je dis souvent à mes équipes, prenez des cafés. Moi, quand je vois deux personnes en train de papoter à un café, je leur me dis pas qu'elles branlent rien. Je me dis, elles sont en train de se connaître. Le bureau n'a jamais été un sujet aussi politique. Faut-il y revenir? Combien de jours? Pourquoi faire? Et pour qui? Alors depuis 10 ans, notre invité du jour, Clément Alteresco, creuse cette question. Mais il ne vend pas que des mètres carrés, il transforme un espace en outil d'engagement. Avec Morning, il a fait des bureaux un levier d'attractivité, de culture et de care. Pas de baby-foot, des rituels, du design, de la lumière, du sens. Son intuition? Les bureaux ne sont plus des lieux d'exécution, mais des lieux d'adhésion. Alors Morning vient de fêter ses 10 ans et décline une formule bien rodée. Des espaces dans Paris, extrêmement bien localisés, parce que, je cite Clément, ce qui compte pour un collaborateur au-delà du salaire, c'est l'adresse de son lieu de travail, et même il adore dire location, location, location. Je pense qu'il le dira dans le podcast, et c'est ça qui crée de la désirabilité. Alors Clément a commencé chez Faber-Novel, là où on apprend à penser usage avant produit. Il a fondé Morning pour réinventer la manière de travailler et cofondé The Climate House pour réfléchir à la manière de construire plus sobrement. Alors dans cet épisode, on va parler de bureaux vides, de collectifs pleins, de foncier, de flexibilité, de friction et de frugalité. Et de ce qu'il faut repenser vraiment pour que le travail revienne un lieu de vie. Alors restez là, profitez-en pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et on se retrouve tout de suite. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Salut Clément. Salut Solène. Et bonjour Myriam. Salut Solène. Myriam Sindress. Myriam, tu es banquière privée au sein de Neuflis OBC. Oui, tout à fait. Et vous nous accueillez aujourd'hui très gentiment pour organiser ce tournage avec Clément. Ouais. Alors, je crois qu'un peu plus tard dans l'épisode, tu auras une question pour Clément. Mais Clément, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Super. Clément, ces derniers mois, on a vu des injonctions de retour au travail, d'autres qui disent non, il y a 2 à 3 jours de télétravail, d'autres qui sont en full remote. Est-ce qu'on commence à sortir d'une période de zone grise pour la situation du bureau dans le monde du travail et d'un bricolage post-Covid, selon toi ? Globalement, on observe quand même, et ça me va bien, que les boîtes ont compris que les gens étaient plus productifs quand ils sont en physique à leur bureau. Je pense notamment parce qu'il y a une dynamique collective qui est plus forte quand on est en physique que quand on est en distanciel. Donc c'est ce que j'observe. Et donc c'est vrai qu'on a vécu 5 ans d'aller-retour sur télétravail, nomadisme, etc. etc. Je pense que chaque boîte trouve, en fonction de sa culture et de ce qu'elle fait, de son activité, son bon équilibre. Là, on arrive un petit peu à la fin, je pense. Voilà, donc il y a effectivement un nouveau modèle qui est en train de s'écrire. Pas un nouveau modèle, je pense que c'est il y a eu des allers-retours, je pense, dans plein de boîtes sur ces sujets-là. J'ai encore eu des discussions avec ma team la semaine dernière, et il y a un atterrissage global dans beaucoup de boîtes à 2 jours de télétravail, entre 1 et 2 jours de télétravail, mais quand même une petite injonction à revenir un peu plus au bureau. C'est-à-dire que c'est quand même plus facile de créer du lien, du vrai lien, d'éduquer les jeunes qui arrivent dans la boîte. Quand tu es en physique, le mimétisme, il se fait au déj, il se fait dans les réunions, t'apprends pas vraiment comment il faut se comporter, la culture profonde d'une boîte quand t'es derrière un écran toute la journée. Exactement. Donc c'est un très bon sujet pour nous. On a beaucoup parlé. On avait même créé un think tank juste après le Covid qui s'appelait Rework avec Faber-Novel. Bref, je pense qu'il y a un atterrissage assez simple là qui est... On sort du bricolage post-Covid. Ouais, doucement. J'ai l'impression.
Alors Clément, tu le sais peut-être, mais dans cette émission, nous avons une tradition qui est le pitch. Je lance le jingle et tu vas nous raconter ce qu'est Morning juste après. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Ça te rappelle des souvenirs? J'adore le pitch, c'est bien sûr. Alors comment on pitch, je sais plus. Tu sais plus, ça fait trop longtemps que tu l'as pas fait. Chez Morning, notre objectif, notre mission, on a une mission, c'est que les gens passent leur bonne journée de travail. Voilà. Et pour ça, on crée des expériences de travail. On a des jolis bâtiments dans Paris, principalement, et un peu autour, où les gens viennent bosser. On a près de 15 000 personnes qui viennent bosser chez nous tous les jours, ou presque. Voilà, et puis on crée aussi plein d'expériences autour, des bons cafés, du sport, de la conciergerie, des événements, etc., pour que voilà, on augmente l'endroit où on travaille par quelque chose de plus cool, de plus chouette. Voilà. À la fin, l'idée c'est que les gens aient envie de travailler. Voilà. Et le sujet aussi, c'est vraiment de vivre une expérience en tant que collaborateur ou en tant qu'entreprise. Quand on vient chez vous, c'est toujours beau. C'est beau, on essaye, c'est important que ça soit beau. Enfin, voilà, on a des super archives d'intérieur. Ouais, quelque part, en fait, on a une fonction RH. Quand tu essaies de recruter des gens et que ça fait partie quand même, pour la plupart de nos clients, de la plus grande des valeurs, c'est les people. Quand tu es chez nous, dans un bel espace, et que tu as un entretien d'embauche avec quelqu'un que tu as envie d'embaucher, c'est peut-être un peu plus facile de lui dire viens bosser chez nous, regarde, on est dans un super espace, il y a des cours de sport et il y a des super jus versus ton petit bureau de 50 mètres carrés. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie dimension aussi attractivité qui joue énormément et qui fait le succès de Morning aujourd'hui. Et dès le départ, tu as pensé ces lieux comme des lieux de vie avant d'être des lieux de boulot? Pas du tout. Je vais pas te mentir. C'est ce qu'on aime dans 40 nuances de Next. Non, ouais, on n'était pas sur l'expérience au départ. Le début, c'était comment on fait en sorte d'offrir des bureaux pas chers. Voilà, notre meilleur fournisseur, c'était Ikea. On a commencé en bas de l'échelle à faire du bas de gamme, du low cost. Et puis on a gravi les échelons petit à petit pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus sympa, plus premium, et puis de aussi travailler sur l'expérience. Ça c'est venu graduellement. Avec un changement de clientèle, j'imagine, au passage. Ouais, une évolution, on va dire, progressive. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près tous les clients possibles chez nous, du très grand groupe au tout petit freelance dans son coin. En passant par des petites boîtes, des fonds, des startups, évidemment à l'appel, et des boîtes plus traditionnelles, des PME, je sais pas, des avocats, des comptables, des ETI aussi. Donc c'est assez chouette, ça crée un panel très différent. Et puis ce qui est aussi chouette, c'est de les voir dans un même espace, et de se dire que voilà, t'as des rencontres qui pourraient ne pas se faire si on n'existait pas, justement parce qu'on crée un mix. Qui est chouette. Voilà. Donc ça, c'est ça que j'aime aussi dans Morning, c'est ce partage d'espace, cette friction qu'on crée. Après le Covid, il y a beaucoup de boîtes qui se sont dit mais est-ce qu'on a besoin de locaux aussi grands? Finalement, tout le monde n'est pas là en même temps, peut-être prendre des locaux plus petits. Cette notion de flexibilité, finalement, depuis 5 ans maintenant, elle est très présente et finalement, vous y répondez. Effectivement, t'as raison. Le Covid, ça nous a mis une claque, mais ça nous on y reviendra aussi, tout à l'heure. Avec plaisir. Mais ça nous a surtout permis de valider notre utilité en tant qu'offre. À la sortie du Covid, toutes les boîtes ont compris l'importance de la flexibilité, d'une part, et surtout d'offrir un endroit chouette pour que les gens aient envie de revenir au boulot. Il faut quand même se rappeler qu'on est resté beaucoup à la maison. Ouais. On a pris notre petites habitudes et donc revenir au travail et repartir sur un autre cycle, ça a demandé quand même une énergie. Et je pense que les boîtes ont beaucoup apprécié notre offre à ce moment-là, flexibilité, service, expérience, centralité, énormément besoin de centralité post-Covid pour que les gens reviennent plus facilement, notamment pour baisser les temps de transport. Ouais. Donc effectivement, on a validé, ça a été un vrai changement d'échelle. Le marché a pris un gros boost sur la demande d'espace de coworking post-Covid.
Et on a fait x4 en 3 ans quasiment. Et puis, tu as beaucoup de boîtes, notamment celles qui sont en forte croissance, qui se disent je ne vais pas investir dans un bail 369, sachant que je sais que dans 6 mois, mon équipe, elle a doublé. Mais en même Alors temps, ça, c'était les clients historiques, si tu Ouais. veux. Ça, c'était la scale-up, la start-up qui double tous les 6 mois. Celle-là, elle avait déjà compris qu'il fallait qu'elle soit flex. Qu'elle soit flex. Ça, c'était par nature. Avec le bail 369, ça pouvait pas lui correspondre. Ouais. C'était d'une logique implacable. En revanche, tu as toute une nouvelle, un nouveau champ des possibles de clients qui sont arrivés post-Covid, qui, eux, n'avaient pas encore compris toute cette dimension-là. Et tu es plus dans le bureau traditionnel de j'ai Exactement. mes propres bureaux. Ouais. Les grands groupes, notamment. Ouais. Et quand tu as besoin de 500 mètres carrés pour une filiale qui s'appelle, je sais pas, L'Oréal, Chanel ou autre, en fait, ou que tu as des gros travaux, avant, tu pensais pas forcément au coworking comme une solution tampon ou pour une équipe. Oui, parce que ça faisait un peu bas de gamme aussi. Non, il y a un peu cette idée de l'open space les uns avec les autres. C'est sûr qu'au début, le coworking, on était pris pour des hippies. Hein. C'était un début assez difficile. Donc aujourd'hui, vraiment, tous les directeurs immobiliers de la place ont le coworking en tête et s'en servent comme une solution soit temporaire, soit même pérenne pour une partie de leurs équipes. On a des grands groupes qui signent chez nous pour 6 ans. Donc c'est pas du tout ce qui est bien pour la MRR. Pour la marge embarquée, c'est pas mal, effectivement. Mais on a fait notre plus long deal hier, tu vois, avec un grand groupe sur 6 ans. 6 ans. Ouais. Et ça, c'était la première fois que c'était autant. 6 ans, c'était la première fois. J'avais fait 4 ans. Non, j'avais fait 3 ans, mais j'ai fait 4 ans après. Pas un grand groupe, mais un fonds. Et là, 6 ans, c'est le plus long. Ouais. Donc, en fait, et ils signent surtout parce qu'ils adorent l'expérience. Ils adorent ce qu'on leur offre en termes de service. Quelque part, ils payent plus cher puisqu'on a notre marge qui est embarquée, mais ils justifient ça parce qu'on fait du bon boulot et que ça les vaut. Donc on est hyper fiers de ce nouveau deal. Ouais, ça valide pas mal de choses. Et comment ces boîtes, elles embarquent leurs collaborateurs dans cette histoire? Parce qu'on sait souvent que pour une entreprise, quand tu dois changer de locaux, il y a toujours les réfractaires, il y a ceux qui disent on a nos petites habitudes ici dans le quartier, etc. Et c'est un vrai sujet RH d'embarquer les collaborateurs dans la nouvelle histoire du bâtiment, etc. D'ailleurs, nous, ici, avant, on ne tournait pas ici, on tournait dans leurs locaux historiques. Et là, avenue H, et là, on est boulevard Haussmann. Mais toi, quand tu signes un gros client comme ça, est-ce que tu l'accompagnes dans l'histoire qu'il va raconter à ses collaborateurs? Pas beaucoup. Ouais. Je vais pas te mentir, c'est pas encore une des grosses parties de notre activité. On a quelqu'un qui s'appelle Aude, qui a accompagné un peu les clients sur ce qu'on appelle le change, sur une réflexion en amont sur de quoi ils ont besoin en termes de design d'espace, combien de phone box, salle réunion, flex office, tous ces sujets un peu fondamentaux. Très opérationnels. Voilà. Et donc, toutes ces questions qui sont très opérationnelles, en fait, derrière, découlent sur des questions métaphysiques d'organisation chez les entreprises qui sont assez formidables. Et là, on n'est pas armé parce qu'il faut du consultant à gogo pour commencer à organiser tous les focus group, pour réfléchir à comment s'organise le pôle marketing et puis quel lien avec le pôle technique et le machin. Là, on s'arrête. J'ai fait 9 ans de Faber Novel, j'ai fait du consulting pendant assez longtemps. Donc là-dessus, soit on appelle un partenaire, soit ils se débrouillent et ils savent faire. Il y a quand même pas mal de prestats qui savent bien faire ça. Nous, on se limite quand même à une réflexion plutôt physique. Ouais. Et s'ils veulent réfléchir vraiment métaphysique, là, on vous s'arrête. Déléguez. Ouais, on s'arrête. Et vous, d'un point de vue marketing, vous jouez, dans le bon sens du terme, sur les histoires des bâtiments? Pas mal. Parce que vous avez des beaux bâtiments. Ouais, quand on est place de la Concorde sur l'hôtel de la Marine. Sur l'hôtel de la Marine, forcément, on a envie d'en jouer. On a aussi l'hôtel de Bonny, rue de Trévis, qui est magnifique, un petit hôtel particulier. On a des jolies fresques, des moulures. Enfin voilà, c'est assez formidable. Donc forcément, voilà, en tant que. Ça fait partie du storytelling. Ouais, c'est génial. La Concorde, l'hôtel de la Marine, ça a été vraiment un gros step pour nous dans ce qu'on appelle la premiumisation de notre offre. On a fait quelque chose de génial. Enfin, moi, j'adore. C'est un de mes espaces préférés, voire mon espace préféré. Et c'est vrai qu'avoir vu sur la Concorde, la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale, c'est quand même formidable. Et puis, on l'offre à un panel de clients incroyable. Ouais. Donc, super fier de mêler, en fait, nouveaux usages immobiliers dans l'histoire de l'immobilier parisien. Il y a
Il y a un truc, un savant mélange de futur, enfin d'actuel et de passé qui est assez chouette. Ouais. Alors, je propose qu'on parle un peu de concurrence maintenant. Et je crois qu'à ce sujet, Myriam, tu avais une question pour Clément. Ouais, en fait, je me demandais, dans un environnement qui est super concurrentiel, dans les cowork, où tu as beaucoup de compétiteurs qui sont en difficulté, voire en échec, comme WeWork, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui te différencie et comment est-ce que tu tires ton épingle du jeu ? On me pose souvent cette question. J'ai tourné la réponse dans tous les sens. Et à la fin des fins, ce qui nous différencie vraiment, c'est qu'on est sympa. Et donc, je le dis avec beaucoup de sérieux parce que être sympa, c'est une grande qualité quand on t'accueille les collaborateurs d'une boîte. Ouais. Et ce que tu as envie quand tu vas bosser, c'est que tu passes une bonne journée de travail. Et ça passe aussi parce qu'il y a des gens sympas que tu rencontres qui sont au café, à l'accueil, avec qui tu interagis. Donc voilà, on essaye d'être cool, d'être sympa avec nos clients et d'une façon générale, même entre nous. Bon, il y a une ambiance chez Morning. Voilà. Et donc ça vient de loin tout ça. Donc voilà, je pense que c'est notre première qualité. C'est aussi ça qui fait que je pense que nos clients sont plutôt assez fidèles et aiment bien rester chez nous parce qu'ils y trouvent une belle qualité humaine. D'accord. Alors justement, moi, je voudrais rebondir sur la concurrence et tout à l'heure, tu disais les coworking, on était un peu des hippies. Puis il y a eu le phénomène WeWork dont on a tous entendu parler. On est tous allés dans ces locaux. On sait comment ça s'est fini, c'est-à-dire mal. C'est pas fini, hein, c'est pas complètement fini. complètement fini, c'est vrai. Mais en tout cas, l'historique a fini mal. C'est tout un modèle qui s'écroule. Comment on résiste, en fait, en termes de notoriété, pour dire non, mais nous, on prend pas le même chemin, vous pouvez nous faire confiance? C'est pas facile. Notamment avec les bailleurs qui ont pris un... Alors, pour beaucoup, disaient quand même... ça va pas marcher. Tu vois, il y avait quand même pas mal de gens qui croyaient pas. Donc, ceux-là, ils aiment bien dire, je te l'avais dit, ça tiendrait pas cette histoire WeWork, ça. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il n'y a pas une assimilation WeWork égale coworking. Ouais. Ça a été le cas au début. C'est-à-dire que quand tu te remets en 2015, quand WeWork arrive à Paris avec leur grosse Santiago, beaucoup de dizaines de millions, ils ont fait monter les prix de l'immobilier de 20% à l'époque. Nous, ça faisait 3-4 ans qu'on parlait de coworking, qu'on allait voir les gens, qu'on essayait d'exister. Effectivement, c'était un raz-de-marée avec leur bière gratos. Voilà. Donc, ça a été quand même un choc sur le marché, mais plutôt un choc positif dans le sens, le coworking existe. Ils ont évangélisé le marché. Il y a un champion. Ouais. Voilà. Alors, il y a un truc qui s'appelle Regus, qui existe quand même depuis des années 90, mais c'était l'ancien modèle, on va dire. Oui. Mais après, ils ont aussi travaillé sur se réinventer, ils ont acheté Spaces. Voilà, ils travaillent dans plusieurs marques, mais globalement, c'est l'ancien modèle et pas si flexible que ça en plus. Ouais. Donc, quand WeWork arrive, ça fait du bien, même si c'est violent et c'est à l'américaine. Ouais. Tu bois un peu la tasse à ce moment-là? Je bois la tasse et en même temps je me dis c'est comme quand t'es en vélo, apparemment faut prendre, je connais pas bien le vélo mais j'en ai fait le week-end dernier, il faut prendre l'aspiration, tu vois. Donc tu te mets derrière et puis tu prends l'aspiration et puis tu pédales. Et donc ils ont quand même évangélisé le marché et entre 2015 et 2018 on a parlé de coworking, ça a permis quand même de quelque part augmenter la taille du marché, rendre visible, nous permettre d'avoir, on va dire finalement on est le WeWork français quelque part, tu vois, c'est un peu ça qu'on a. Ça m'a aussi permis de me rendre compte d'un truc important, c'est que fallait que je crée une marque. Morning n'existait pas. Quand WeWork est arrivé, on n'avait pas vraiment de marque. Pour l'historique. C'était bureau à partager. Voilà, c'était bureau à partager, mais c'était une plateforme bureau à partager, c'était pas des espaces. Donc, on n'avait pas vraiment de nom, on avait l'espace truc, l'espace machin, l'espace Truden, l'espace République, mais on n'avait pas de marque. Donc on a créé Morning aussi en réponse. T'as pris conscience de l'importance de la marque à ce moment-là. Mais oui, le marketing, la marque était pas un gros sujet pour moi. J'ai jamais été vraiment très fort là-dessus. Pour moi, tu faisais un produit qui fonctionnait, c'était bon quoi. Les gens l'achetaient. Non, en fait, il faut plus que ça. Et la marque est très forte dans le réflexe, la notoriété. Et ça. Je le savais, mais c'est pas un truc que j'avais bien mis en place. On fait pas toujours tout bien. Et donc effectivement, en 2017, on crée Morning et en quelques années, on a réussi vraiment à bien installer cette marque, en faire quelque chose d'assez chouette à travers nos produits, nos actions, etc. Et ça a été une très belle réponse. Et on apprend aussi de nos concurrents.
Et là, je pense que c'est un des plus beaux enseignements que j'ai pris, c'est de vouloir exister avec une marque à côté de nos gros concurrents américains. Et les réticences des bailleurs, finalement, tu as réussi à les contourner? Ouais. En fait, c'est là où c'est important aussi d'avoir des partenaires. Mon premier partenaire financeur en 2016, ça a été la Caisse des dépôts, qui était mon premier investisseur, qui a cru en nous. Et après, on a eu un autre petit fonds, et après, on a eu Nexity. Donc, effectivement, les bailleurs, il faut les rassurer. C'est un peu comme des banquiers. Il faut leur montrer que tu as les reins solides, que tu peux mettre des garanties, des cautions, que tu vas payer ton loyer pendant longtemps, toujours. Et donc, c'est mieux de le faire. Ils sont plus confiants quand tu as des partenaires solides à ton capital. Ouais. Donc, on pourrait y revenir, mais ça a été quand même très important pour le développement de Morning. Et avec le recul, effectivement, quand tu passes WeWork, le Covid, la crise immobilière qu'on a passée, etc., effectivement, avoir quelque part une crédibilité sur le marché parce que t'es bien épaulé, ça joue beaucoup. Donc ça, c'est le côté bailleur. Et du côté client, après l'effondrement de WeWork? Ah non, ça c'est positif. Parce qu'ils viennent chez toi, parce qu'ils ont plus de solution. Ouais, parce qu'eux, ils croient toujours dans le coworking. Ils en ont besoin. Et eux, ils adorent l'expérience, il n'y a pas de problème. Donc non, tes clients, ils sont globalement assez convaincus. Et puis, WeWork était quand même en train de péricliter de l'intérieur, mauvaise ambiance, service pas bon. Donc, ça a été pas mal, sauf qu'il peut. On a beaucoup de gens de chez WeWork qui sont venus chez nous. Et d'ailleurs, ça nous a fait du bien à un moment où c'était pas facile. L'année 2022, 2023, il y a eu des moments un peu creux. Donc, aller catcher quelques clients de chez WeWork, ça faisait du bien. Et puis, voilà. Donc, on en a profité gaiement. Ces dernières semaines, à peu près tous les entrepreneurs qu'on croise, quel que soit pour le secteur, nous disent ça se tend, le marché c'est compliqué. Il y a quelques années, on investissait beaucoup dans les bureaux pour faire des très très chouettes bureaux. Là, on revient dans une certaine sobriété. Est-ce que ça fait partie des poches qu'on peut couper facilement, même si toi, tu apportes de la flexibilité, donc tu peux. Mais est-ce que c'est des choses que tu vois versus le marché aussi de l'immobilier qui s'était un peu tendu? Comment tu navigues dans cet t'as bien raison. Environnement? On est sur une tension, récession. Je dis souvent, c'est le retour du PGE. Faut payer les dettes. L'argent n'est plus gratuit. Voilà, et puis t'as énormément de faillites en fait. Les boîtes qui tenaient parce que elles devaient pas tenir, mais elles étaient un peu sous perf. Elles commencent à prendre plus un environnement politique, géopolitique, économique. J'allais y venir. Donc tout ça fait que les gens se tendent. Les boîtes essayent de faire des coupes. Et donc on a beaucoup de boîtes qui nous disent le poste à 1 000 euros dans le 8e arrondissement, c'était super, mais là, faut que je repasse à 500 ou faut que je divise par 2. Donc ils viennent nous voir en nous disant comment on fait, est-ce que tu as des solutions en interne? Donc nous on a bien identifié ça quand même il y a 1 an et on a commencé à ouvrir des espaces moins cher, un peu à l'écart du centre de Paris. Pour donner un exemple, on a ouvert à Boulogne, à 600 euros du poste, super espace. On a 2 espaces qui ouvrent, un ancien et un nouveau, à côté rue de Sophia à Barbès et à côté à Saint-Ouen, pardon. Pareil, on est à 500 euros du poste. Sophia, on est à 400. Voilà, on ouvre des espaces qui sont possible pour des boîtes qui ont moins de budget et donc on leur propose tout simplement d'aller là-bas ou de réduire leur nombre taille. De postes. Voilà, donc on a plein de solutions, c'est flexible. Une boîte qui fait 20 personnes qui nous dit j'ai plus 20 000 euros, 1 000 euros par poste de budget, j'ai plus que 12. On lui dit qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères prendre un 12 postes et on te fait des badges, vous tournez chez vous, tu mets certaines personnes en nomade, etc., ou tu vas dans un espace moins cher. Voilà, on a des solutions. Donc c'est ça qu'on permet en fait. La totale flexibilité à tout point de vue. Oui, alors c'est pas dans la mesure de possible, mais ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça l'intérêt du coworking.
T'en as parlé tout à l'heure, t'as parlé de Nexity qui est rentré au capital. T'aurais pu avoir aussi le choix de dire je fais une levée de fonds comme J'ai essayé font. C'est aussi. Ce que t'as fait. Ouais, généralement, les deux se passent toujours en même temps et puis c'est l'une ou l'autre des options. Qu'est-ce que ça a changé, cette arrivée au capital de Nexity? Ça a changé quelques trucs. La première, c'est que ça a été un impact positif pour les salariés, parce que tous les salariés, j'aime bien le dire, ont eu un chèque. Tous ceux qui étaient là depuis 12 mois. Moi, j'ai eu un joli chèque. On a quelque part valorisé l'entreprise et on a... Parce que tous les salariés avaient des BSPCE. Voilà, excuse-moi, j'allais le préciser, mais t'as bien fait. Donc, effectivement, j'avais donné des BSPCE à tous les salariés qui étaient là depuis 12 mois. Et donc, c'est quand même chouette, à un moment donné, d'avoir, je pense, pour la plupart d'entre eux, et avoir une ligne aussi grosse qui arrive sur ton compte en banque, t'entends, t'y crois pas trop. Et c'est assez chouette. Donc ça, c'est le premier truc, parce qu'on le dit pas assez, mais il y a des boîtes qui valorisent le capital et qui, finalement, ça arrive de concrétiser ces BSPCE qui sont un peu magiques. On pourra y revenir si tu veux. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on a eu à l'époque une dizaine de millions sur notre compte pour investir, pour se déployer. Ça avait jamais été le cas avant. J'avais toujours fait avec des bouts de ficelle, des bons bouts de ficelle, hein, mais j'avais plutôt eu un BFR positif, ce qui me permettait de réinvestir très vite et d'accélérer avec mon cash. Mais j'avais pas eu de l'argent comme ça frais. Et donc, on a eu comme ça à se poser la question, où est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on fait des travaux, etc. Donc, c'est comme ça. C'est là où on a passé un step aussi. Et le troisième truc très important, c'est la crédibilité. Je t'en parlais tout à l'heure. Le fait d'avoir tes parents qui sont médecins quand tu signes un appart, ça fait la différence. Donc, quand tu vas avoir une grosse banque qui détient de l'immobilier à Paris et que tu lui dis, j'ai Nexity en caution, ils sont 51% de mon capital, tout de suite, il t'accueille les bras ouverts. Il dit, oui, viens, je te signe un bail de 10 ans, viens chez moi. Donc, même je t'offre le café. Exactement. Les premiers mois sont inclus, voire beaucoup plus que les premiers mois en général. Ça s'appelle une franchise. Donc ça se passe beaucoup mieux pour toi. Tu peux faire des meilleurs deals et tu peux te projeter sur du plus long terme. Pour l'histoire, comme j'avais assez peu de crédibilité avant d'avoir Nexity, même si j'avais la Caisse des dépôts, c'était pas non plus aussi fort. Je signais souvent des deals éphémères sur 1 an, 2 ans, 3 ans. J'avais pas forcément accès à des 3, 5 000 m2, voire plus à Paris, parce qu'il faut avoir les reins très solides. Ouais. Donc tout d'un coup, ça m'a fait passer dans une autre catégorie. Et c'est vrai que ça a été très fort. Et ce qui vous a permis d'accélérer. Exactement. Ça nous a permis d'accélérer plus que le cash. Plus que le cash. Ouais, l'aspect crédibilité, en fait, d'avoir un acteur aussi. Et on s'en rend pas forcément compte avant de faire un deal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui est génial. Parce que finalement, si tu avais fait une levée, tu n'aurais peut-être pas eu cette crédibilité. Tu aurais eu l'argent. Ouais. Je pense que j'aurais fait... c'est une estimation, on doit mouiller, hein, mais peut-être 2 fois moins de croissance. Enfin, voilà, entre 30% peut-être moins de croissance. Alors, je pense que Thomas, qui va écouter cet épisode, mon associé, va dire, mais il faut qu'il vienne raconter cette histoire dans Cash Out. Donc, écoute, on va pas faire un Cash Out bis. Vous avez combien de podcasts? On en a beaucoup. Mais ils sont tous dédiés aux entrepreneurs et ils sont tous là pour la transmission aux entrepreneurs. Avec plaisir. D'ailleurs, t'es déjà abonné, non? Bien sûr, bien sûr. Feuille Blanche Média sur YouTube. J'ai pas vu, il y a trop de boutons à cliquer. Je t'aiderai tout à l'heure après l'émission. Si demain tu devais déployer Morning à l'échelle européenne, qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu jetterais? Je garderais tout. Qu'est-ce que tu veux que je jette? Je ne sais pas. Où est-ce que j'irais plutôt? Quelle langue je parle? Non, pour l'instant, c'est pas du tout dans les plans. Ouais. Là, on a décidé qu'on allait tester un petit peu en dehors de Paris. Et on se dirige vers Annecy. Pour un premier test, on regarde de Lyon parce qu'on a une bonne opportunité. Okay. On a aussi des salariés de Morning qui habitent là-bas, des actuels et ex-salariés. D'accord. Il y a un petit fief, voilà. Donc on se dit que c'est une bonne façon de tester. Il y a un bon marché sur Annecy, voilà. Donc voilà, on est très bien à Paris. On a développé d'autres activités aussi à Paris. Et l'international, c'est pas encore à l'ordre du jour. Paris est une des meilleures villes pour le coworking. On a fait notre petite étude. On est juste derrière Londres,
en termes de taille et de prix, etc. C'est quoi les critères justement pour être une bonne ville du coworking? Les prix de l'immobilier, Oui. évidemment. Plus c'est cher, entre guillemets, plus c'est intéressant de partager de l'espace. Oui. Typiquement, Londres, c'est le premier endroit où tu as la colocation. Historiquement, c'est blindé de colocation, Londres. Donc en fait, ils ont déjà une culture du partage parce que 1 mètre carré cher et c'est mieux à partager. Donc plus c'est cher, plus tu as envie de partager, plus c'est aussi intéressant au niveau financier pour nous, puisque tu fais plus de marge pour le même mètre carré. Ouais. Donc voilà, l'investissement est plus fort, mais tu as plus de marge à la fin. Donc voilà, Londres est sûrement concurrence folle. Donc pas facile comme marché, hein. Aller à Londres, faut être accroché, quoi. Donc pas du tout évident qu'on se lance là-dedans. T'as Amsterdam qui est une autre ville qui pourrait être intéressante, bonne concurrence aussi quand même. Après t'as Milan qui pourrait, mais bon, on nous a dit aller signer un bail avec un Italien, faut être accroché. Donc t'as éventuellement Madrid qui serait sûrement peut-être plus simple aussi culturellement. Ouais. Mais voilà, pour l'instant on est bien à Paris. Très bien. Tout à l'heure tu répondais à Myriam sur quand elle te demandait quelle est votre différence, tu dis on est sympa. Ça se concrétise comment on est sympa? Je sais pas comment tu veux que ça se concrétise. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un de sympa? T'as envie de passer du temps avec lui, la relation est facile. Mais est-ce que vous avez aussi mis des équipes dans les mornings sur place pour créer un peu des gentils organisateurs? Ouais, alors nous les gentils, les géos, les géos de morning. Les MM, les morning managers. Ouais. Donc on a une team une petite 50aine de MM et ils sont sympas. Ils sont très sympas. Et est-ce que tu écris sur le post souriant et souriante? Non, faut que ça soit naturel. Ouais. Voilà. Je dis souvent, on n'est pas, on lèche pas le cul des clients. On n'est pas un hôtel 5 étoiles en mode qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? Donc on est leur égal. On résout leurs problèmes au maximum. On fait en sorte que ça soit nickel et que ils soient dans des bonnes conditions. On répond vite, on cherche toujours des solutions, on est flexible, on écoute. Il y a une position qui est intéressante. Et les morning managers, c'est des gens qui sont souvent dans une reconversion, qui ont fait un boulot avant super sympa, ils font tout, ils font autant la relation client que les tuyaux qui pètent dans l'espace. Donc ils font que l'animation aussi. Donc ils ont un rôle central dans l'organisation. C'est eux qui créent l'ambiance, c'est eux qui créent les liens entre les boîtes. Donc c'est vraiment des gens très chouettes, sympas et qui ont un rôle comme ça assez. C'est vraiment pas du directeur basique d'hôtel, quoi. Et c'est eux qui animent aussi la communauté. Ouais. Donc c'est eux qui. Ça c'est important dans le business, j'imagine. Ouais, c'est très important. Alors ça dépend des espaces. T'en as où ça prend beaucoup mieux que d'autres. Mais c'est eux, effectivement, qui vont organiser un petit déj, ou une boîte qui a envie de fêter un deal, ou un apéro, ou t'as évidemment des trucs un peu les marronniers, comme la galette des rois, ou la chasse aux œufs, ou des trucs comme ça. Et puis il y a aussi des conférences un peu plus pro. Ouais. Donc tu vois, il y a par exemple un colloque qui est spécialiste de l'IA. Ils vont organiser un petit déj sur l'IA avec lui sur une salle de réunion, et puis t'as, une dizaine de personnes qui vont venir parler, discuter d'IA, apprendre, où t'as les marketeurs qui se prennent un déj entre. Ouais, non, la plupart c'est des filles, donc je dis elles. Elles organisent en fait ce qu'elles sentent être intéressant dans leur espace pour créer une communauté, une vibe. Voilà. Et ça c'est chouette aussi, c'est sûrement la partie la plus cool du métier. Et d'ailleurs tout notre enjeu en ce moment, c'est d'essayer de leur laisser le plus de temps en automatisant les tâches un peu plus chiantes. Et qu'elles puissent déléguer des trucs qu'elles savent moins bien faire, comme les trucs techniques de l'immeuble, pour qu'elles aient plus de temps sur l'animation et qu'elles puissent vraiment aider leurs clients à apprendre et à faire en sorte que l'espace soit aussi un espace d'apprentissage, cool, et qui ait une bonne ambiance, quoi. Et finalement créer des moments de vie. C'est ça. Grâce à des super équipes. Et je crois qu'à ce sujet, nous allons avoir une question, même 2 questions pour toi. Salut Clément, je voulais te demander quelles étaient les compétences clés ou en tout cas les qualités que tu recherchais quand tu rencontres des candidats qui vont occuper des postes un peu clés dans ton équipe. Voilà, quelle est
quelle est ta façon de les choisir? Et est-ce qu'il y a des choses, soit des questions que tu leur poses, soit en tout cas des facteurs que tu checkes avant de prendre ta décision? Alors, c'était une question de... Tu l'as reconnue? Bien sûr, ouais, Camille. Ouais. Camille Kejman, qui était chez Faber avec toi, chez Faber Noël avec toi. Et j'ai une deuxième question pour toi qui est un peu dans la même veine sur le recrutement. Comme ça, je pose les deux et comme ça, on va enchaîner sur les équipes. Salut Clément, j'espère que tu profites bien de cette émission. Alors dans la vie perso, tu aimes bien dire les choses telles que tu les penses. Parfois, ça peut heurter un peu tes amis, souvent ça les fait avancer. Et ma question était simple, comment tu gères ça dans la vie professionnelle? Tu voulais notamment que les salariés de Morning viennent sans masque au travail. Peux-tu nous en dire plus? Merci. C'est vrai que c'est assez relié. Voilà, je me suis dit quand j'en allais poser les deux en même temps. Merci Gauthier. C'est un sujet d'ailleurs de discussion. Avec Gauthier qui est board member. Ouais, qui était board member. Mais Gauthier Machelon. Qui reste... voilà. Et qui te demandait aussi si tu passais un bon moment. Ça va pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Merci Solène. Check, tout va bien. Donc, sur le recrutement, ça a toujours été un truc évidemment super important. Moi, j'ai toujours été plus j'en discutais avec quelqu'un sur le recrutement, sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Donc, finalement, les expériences de la personne, si elle est super forte sur un sujet, ça m'intéresse beaucoup moins que son attitude, son énergie générale, ses capacités intrinsèques à s'adapter, à apprendre, à être smart, voilà. Mais qu'elle soit super forte sur Excel ou qu'elle ait une expérience incroyable dans le coworking, m'intéresse pas tant que ça. Parce que j'estime que en fait c'est facile d'apprendre aujourd'hui et notre boulot c'est d'apprendre tous les jours. Et moi c'est ce que j'ai fait en tant qu'entrepreneur. Ton boulot c'est d'apprendre, toutes les situations sont nouvelles. Il faut apprendre à résoudre. Donc moi les questions ça a toujours été plus si tu fais quoi le week-end, qu'est-ce que t'aimes dans ta vie perso, et puis après travailler plutôt sur comment la personne s'est comportée dans les autres expériences pro, mais plus sur comment ses qualités humaines, quoi. Sur la personnalité de la personne. Ouais. Et tu utilises parce que l'autre jour à ta place j'avais Claire Breton, et c'est Roxane Varza qui lui posait la question parce qu'elle utilise des jeux de cartes et elle fait jouer les gens pendant l'entretien pour voir que c'est souvent des jeux coopératifs pour voir comment les uns et les autres se comportent. Elle dit que c'est assez révélateur. T'as des astuces, toi, comme ça, de recrutement, ou tu le fais pas trop? J'ai arrêté de recruter il y a un moment. Ouais, enfin, quand tu le faisais. Je suis passé par une phase Enneagramme, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est assez marrant. C'était quand même, il y a un moment, mais c'est vrai que j'y repensais, c'était assez chouette. Donc je faisais passer le test, quasiment en live, ça durait genre un quart d'heure, et puis après je discutais avec la personne des résultats, et je disais, t'es en accord avec ça? Donc c'est assez marrant, ça ouvrait une discussion. Non, je suis beaucoup à l'instinct, on va pas se mentir. Okay. Et avec le temps, je fais confiance à mon instinct parce que c'est quand même ça qui est le plus simple. Voilà. Et puis l'instinct plus la collaboration. Voilà, avec des gens qui ont vu la personne et qui vont avoir un avis un peu différent. Mais globalement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est important comme petit dicton. Tout à fait. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais évidemment, et tu te dis souvent à cette personne, il y avait un doute, je sais pas pourquoi on a commencé à bosser ensemble, voilà. Après, ça marche pas toujours. Et puis t'as vraiment des mauvaises surprises que tu t'attendais pas. Voilà. Mais donc, voilà, pour résumer, trust your guts, c'est important. Quand je rencontre des entrepreneurs, je leur dis, est-ce que tu sens que tu as un bon contact avec les gens? Est-ce que tu sens les gens quand tu les regardes dans les yeux? Est-ce que tu as l'impression de les comprendre, de savoir qui ils sont? Et pour moi, ça en dit vraiment long sur sa capacité ou pas à recruter derrière, à bien s'entourer. Et globalement, c'est une grosse différence entre les gens qui vont savoir aller vite, parce qu'ils vont être capables de prendre des bonnes personnes autour d'eux et de créer cette énergie, versus des gens qui vont avoir un plafonnement sur le fait de bien s'entourer, et du coup de grandir plus vite. Et tu le vois, souvent des entrepreneurs solos qui ont monté une belle boîte parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ils vont plafonner à 20 personnes
parce qu'ils ont du mal à s'entourer, et ils ont du mal à recruter les bonnes personnes, à les incentiver intelligemment, à créer cette énergie collective, et du coup ils plafonnent. Voilà. Et tu le vois assez vite. Et c'est pas une qualité en fait que t'apprends, c'est une qualité qui est souvent innée. Donc je leur dis bon bah si tu le sens pas, trouve vite quelqu'un qui va Qui est avoir capable cette de qui va être- voilà. faire ça pour toi. Ouais. Et ça c'est la clé. Voilà. C'est une grosse clé de l'entrepreneuriat. En tout cas de la croissance de ton entreprise et aussi de ton bien-être perso. Parce que tu vois souvent ces gens-là qui sont très bons et qui ont du mal à s'entourer, ils vivent un entrepreneuriat qui est pas facile. Parce qu'ils se sentent très seuls aussi. Voilà. Et Et quand t'as pas ils l'énergie de ta dépensent, voilà. team, c'est compliqué. T'es tout seul à mettre de l'énergie, t'as l'impression de waouh, tu t'épuises. Alors qu'au contraire, l'entrepreneuriat, si tu le fais bien et que t'es bien entouré, ben en fait ça t'énergise parce que tu crées ce collectif. Donc ça c'est une des clés, je pense, de la croissance d'une boîte. Et sur le sujet de venir sans masque au travail. Ah, effectivement, j'ai failli l'éviter. Oui, mais je l'avais bien en tête. Merci Solène. Non, Gauthier a complètement raison. Je suis quelqu'un de très franc, un peu trop franc. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, de mettre 2-3 filtres quand même selon la personne qui est en face de moi. Mais avec toi, Solène, je peux tout dire, c'est ça? Exactement, tu peux y aller. Bon, ça va. Effectivement, j'aime bien la franchise. Et du coup, j'aime bien quelque part rentrer, choquer un petit peu potentiellement les gens que j'ai en face de moi pour voir comment ça réagit en face. comment ça. Qu'est-ce que j'ai en face et donc voir quel est le masque, en fait, fendre un peu l'armure, tu vois, de la personne qui est en face pour voir si en fait, voilà, j'ai quelqu'un qui porte son petit masque ou pas. Et donc le masque, c'est très important chez Morning. Ça fait partie presque, c'est un des éléments de la culture. Enlève ton masque, voilà, fais tomber le masque. Pourquoi? Pas de soirée carnaval chez Morning. Ouais, on l'a pas encore fait, mais ça pourrait venir. Non, le masque, il t'oblige à faire de la politique derrière. Voilà, c'est un peu cette image du costard cravate à la défense. T'arrives avec ton costume, t'arrives masqué au travail, t'as une double personnalité quelque part. Tu fais du billard à 3 bandes. Voilà, du coup, ça t'amène à travailler un peu autour de toi. Donc, et ça crée en fait une dimension. Je pense que c'est sûrement une des grosses raisons du burn-out avant le temps de travail. C'est justement ce dédoublement de la personnalité qu'ont les gens au boulot. Donc nous, chez Morning, l'objectif, c'est que tu sois toi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es toi-même, non seulement tu te sens mieux, mais surtout, tu travailles mieux. Les gens qui te voient toi-même, ils savent qui t'es, ils savent comment travailler avec toi. Donc, tu travailles mieux en équipe. Enfin, tout est mieux, quoi. Donc, t'es plus relax. Si t'es nul en Excel, tout le monde le sait. On va pas te filer les finances du projet. Tu vas t'occuper de vendre ou de faire les dessins si c'est toi la graphiste. Bref, tu peux distribuer les jeux plus facilement. Voilà, je prends souvent l'image d'une équipe de foot. Tu fais une passe sur le bon pied de la personne parce que tu la connais bien. Donc, faut connaître le bon pied de la personne. C'est une image simple. Et donc, pour ça, je dis souvent à mes équipes, prenez des cafés. En fait, allez prendre du temps. Voilà. Moi, quand je vois 2 personnes en train de papoter à un café, je ne me dis pas qu'elles bandent rien, quoi. Ouais. Je me dis, elles sont en train de se connaître. Quand tu sais que la personne vient d'avoir un petit pépin familial, en fait, tu travailles mieux avec elle. Tu t'adaptes. Donc, ce petit café pour parler de sa vie perso, il est aussi important. Voilà. Il est déterminant. Donc, voilà. Donc, moi, finalement, t'as voulu recruter des gens qui te ressemblent là-dessus. Oui et non, parce que sinon, c'est la diversité qui crée la richesse. Je parle sur le fait de pas forcément être politique, d'être sans masque. Après, tu peux être totalement différent, et heureusement, parce que s'il n'y a que des clones, généralement, ça marche pas très bien. Mais sur cette dimension-là, des gens qui sont, on va dire, comment dire, en anglais, on dit genuine, authentiques. Qui ont, voilà. Tu vois, ma question préférée à l'entretien, je me rappelle, c'était et il fait quoi ton petit copain ou ta petite copine? T'as un petit copain, une petite copine, et donc il fait quoi? Et donc tu vois tout de suite, la personne est un peu choquée en mode comment ça, il me pose une question perso, je suis en entretien d'embauche, et donc quelqu'un qui est à l'aise avec cette question, tout de suite, te répond naturellement. Tu réponds parce que c'est pas un sujet. En fait, le pro et le perso, c'est sa vie. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Après, c'est une conception très intégrée de la vie. Et ça va pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai eu envie, effectivement, de faire coller ça à la culture de ma boîte parce que ça me semble aussi être un élément de performance très important. Voilà.
Très clair. Tout à l'heure, on en a vite fait parler, mais les vendredis, souvent, les bureaux sont désertés. J'imagine que c'est pareil chez vous. C'est pas que les bureaux sont désertés, c'est que les gens font plus rien le vendredi. Alors oui, ça c'est vrai aussi. J'ai Voilà. beaucoup d'entrepreneurs qui en off disent non mais le vendredi c'est n'importe quoi. Alors pour une petite anecdote, je discute, on est à fond sur tout ce qui est cold, pardon. Ouais. Et donc on discutait avec un pro de ce sujet-là et il me disait le vendredi après-midi, t'appelles les gens, ils sont dispo. Ils répondent à leur 06. Ouais. Donc en fait, ça te dit vraiment à quel point il y a plus de réunions le vendredi après-midi. Enfin c'est devenu quand même un truc. C'est presque devenu les semaines de 4 jours. 4 jours et demi quoi. En tout cas, c'est vrai que vendredi midi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un truc. Bon, après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se battent contre ça. Oui. D'ailleurs, on a une idée en ce moment, c'est de se dire qu'on allait offrir le déj du vendredi chez Morning. On l'a proposé au... Voilà une expérience. Ouais, voilà, je te exactement. demandais tout à l'heure si tu allais créer des expériences pour faire revenir les gens le vendredi. C'est une idée qu'on a eue et Ouais. qu'on va peut-être essayer de tester avec le vendredi, c'est gratuit. Et puis, Et là, tu vas dire ah non, ça fait trop un trou dans... ouais, on va peut-être le faire payer quand même au patron, tu vois, en partie. En partie, ouais. À voir. Mais oui, ça fait partie. Donc, comment on gère ça on gère ça, on le gère pas en fait. On baisse un petit peu les coûts parce que ça sert à rien d'avoir quelqu'un derrière le comptoir à servir des cafés s'il y a personne qui prend des cafés. Donc on met un thermos et puis à 4 heures c'est terminé, voire même un peu avant. Donc on s'adapte tranquillement, mais il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui est marrant en fait finalement avec les entreprises, c'est que t'es une entreprise de 10 personnes. La plupart du temps, les gens viennent tous en même temps, le mardi, le jeudi, un peu moins le lundi, un peu moins le mercredi après-midi. Enfin là. Et donc, c'est quand même ces à-coups. Ils ont quand même besoin de 10 postes. Oui. Parce qu'ils vont venir à un moment donné tous ensemble. Mais en même temps. Lycée sur une année, c'est le nombre de jours où ils sont tous ensemble est exactement. minoritaire. Et c'est là où on a un avantage, c'est que du coup, ils peuvent prendre 6 postes. Et puis le moment où ils sont 10, il y en a 4 qui se baladent en salle de réunion ou ailleurs et ça passe très bien. Parce qu'on a des grands espaces. La fameuse flexibilité. Voilà. Là, c'est au-delà de la flexibilité, c'est de la flexibilité dans l'espace. Dans l'espace, ouais. Il y a le temps qui est le contrat, et là, c'est vraiment dans l'espace. Donc, tu vois, c'est marrant, mais c'est cette double flexibilité qui est vraiment cool dans notre offre. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas que fournisseur de coworking. Vous avez d'autres activités. Ouais. Tu veux nous en parler ? Bien sûr. La première activité, la deuxième activité qu'on a beaucoup développée ces dernières années, c'est l'aménagement et le mobilier. Donc, globalement... on n'en a pas parlé, mais si, on en a parlé rapidement. J'avais 2 modèles, l'éphémère avec le bail, on va dire, court et le bail long. Et quand tu fais des espaces pour 1 an, 2 ans, en fait, il faut faire des travaux très light, très rapides et que ça te coûte pas cher. Pour faire ça, il faut l'internaliser. Tu n'as pas le choix. Donc, on a progressivement eu cette capacité interne de faire des travaux et sourcer du mobilier pas cher. Et puis, progressivement, on a commencé à le faire pour d'autres personnes. Donc, évidemment, on est devenu super bon pour nous. Et puis, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « mais vous pouvez pas faire nos bureaux parce que les vôtres sont trop cool ». Et du coup, on a développé ce qu'on appelle le compte de tiers. Et donc, aujourd'hui, on a une grosse activité. On est 80 quand même sur l'aménagement et les travaux, le mobilier. On a un studio d'ébénisterie, de mobilier sur mesure à Bagnolet sur 800 mètres carrés. On fait nos propres meubles qu'on fabrique en France. On a des lignes. On design pas mal de trucs très chouettes. Des belles bibliothèques, des comptoirs sur mesure, des belles tables de réunion, etc. Donc on s'éclate. Donc ça, c'est pas mal de clients, des grands corpos qui nous confient leurs bâtiments à rénover. Et on va évidemment tout faire de A à Z, de la rénovation, peinture, moquette, jusqu'à la déco. Et on peut tout faire en fait, puisqu'on fait ça pour nous. Avec des considérations low impact. Tout à fait. Ça fait partie de la ligne directrice de Morning. On est Bicorp. On est en train de repasser la certif cette année. C'est tous les combien la certif ? 3 ans. 3 ans. Donc on essaye d'augmenter cette année le nombre de points. Je crois qu'on était à 82. Là, l'objectif c'était à 90. Ouais. La certif, je crois que c'est à 80. Voilà, j'ai plus exactement les bons nombres en tête. Donc la trajectoire, on va dire carbone au sens large. L'environnement, la planète, on fait en sorte, parce qu'on fait quand même, on a un impact négatif. On fait des travaux, on fait des bureaux. On essaye de faire en sorte que ça soit moins négatif chez nous qu'ailleurs. Et donc, on calcule aussi à chaque fois qu'on fait un aménagement, des travaux, même le mobilier, l'empreinte carbone qui est faite
Voilà. Mon rêve, c'est qu'on puisse calculer sur chaque mobilier qu'on vend quelle est l'empreinte carbone du mobilier. Donc on n'y arrive pas encore complètement parce qu'aller demander au fournisseur de la chaise où a été fabriqué, c'est facile, mais avec quoi et quel impact, etc. de chaque morceau. Voilà. C'est compliqué de tout tracer. Exactement. Donc on y travaille, c'est un chemin, mais on a hyper intégré ce truc-là. Les équipes sont à fond sur ces sujets-là et on s'éclate. On a fait une table basse avec des vitres de train recyclées qui a cartonné sur LinkedIn. On essaye d'en faire une série en ce moment. Donc voilà. Et après, les gens veulent vous les acheter? Ouais, tout à fait. Ah ouais, bien sûr. Le mobilier qu'on crée, on le vend aussi à d'autres dans nos projets et puis pas que. Donc ça fait une potentielle... T'as des gens qui passent chez Morning et qui disent je voudrais vraiment cette bibliothèque ou cette chaise, je la trouve géniale. Alors c'est rare c'est rare. Tu sais quoi, on avait pensé à faire un showroom vivant sur un espace avec des prix sur chaque truc. Mais bon, aller vendre chaise par chaise, ça marche pas. Non, en fait, nous on veut des gros projets. Non, les projets c'est 500 000 minimum. Ouais. Donc ça commence tout de suite à faire des 500 mètres carrés. Donc pour nourrir une grosse équipe comme ça, tu as besoin de gros projets. De gros projets. Voilà. Et comment vous calculez justement cette empreinte carbone? En fait, on a une méthode qu'on a développée en interne. Alors, je suis incapable de te l'expliquer. Oui, non. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir que vous l'aviez développé en interne. Je suppute un Excel qui permet de ligne par ligne calculer exactement ce qu'il n'y avait rien sur le marché qui répondait spécifiquement à vos besoins. Je sais même pas te dire si on a cherché. J'ai cherché. Okay. On aime bien faire les trucs nous-mêmes. Ouais. Je sais pas si tu as compris. Et donc, je pense qu'on a développé notre propre calculateur sur chaque chantier. Et donc, on est capable de donner le truc. Et puis, on essaie du coup d'aller sourcer, de faire en sorte que notre chantier au mètre carré soit le plus bas carbone possible. Et le mobilier est un vrai gros sujet. Typiquement, un des gros trucs, c'est la table. On a fait une table qui est super économe, qui se répare à volonté, qu'on rachète tout le temps quand tu veux, qui est creuse au niveau on a travaillé le design de la table pour qu'elle soit là. C'est plein de petits projets en fait qui sont créés et qui viennent impacter positivement cette chaîne. L'autre activité juste avant que tu ailles sur l'autre activité, est-ce que c'est aujourd'hui un argument commercial / marketing pour les clients? Ouais, certains. Pas tous. Hein. Ouais. Certains, t'as des clients qui viennent chez nous parce qu'on est Bicorp. Okay. On était le premier coworking, je crois qu'il y en a d'autres maintenant, mais à l'être. Et donc, t'as effectivement des boîtes qui sont... qui cherchent aussi ce genre de locaux parce que sûr. si eux prenaient des locaux seuls, ils n'arriveraient pas à le faire ou ce serait trop long ou trop cher. Non, c'est pas... c'est juste qu'ils veulent aller dans ils sont contents de se dire qu'ils contribuent à une entreprise qui est Bicorp. Une boîte qui est Bicorp, c'est une boîte qui dit à tout le monde je fais un travail sur moi-même pour être intelligent, pour les gens, pour la planète. J'essaie d'intégrer une dimension sociale et environnementale dans tous les choix à 360. C'est hyper complet, Bicorp. Et c'est hyper exigeant. Et donc, les gens qui connaissent savent que, en fait, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est pas juste un label. C'est un label exigeant. Oui, c'est pas juste, un tampon. Voilà. Donc, on a effectivement, je sais pas combien maintenant, mais t'as peut-être un petit millier de boîtes en France qui sont Bicorp. Ouais. On héberge d'ailleurs l'association Bicorp chez nous. On fait pas mal de conf avec eux, on essaie d'acculturer nos clients, évidemment, on évangile, Lise, pardon. Et donc voilà, donc oui, c'est un sujet qui est important pour nous. Et de la dernière activité? Alors, on a plein d'autres, mais la troisième activité qui est assez contributrice, c'est l'événementiel. Donc on a pas mal d'espaces chez nous qu'on a laissé spécifiquement disponibles pour faire des événements, séminaires, j'en passe, des cocktails et des réunions, etc. Et donc on a une quinzaine de personnes sur cette activité qui est très chouette parce qu'elle crée de la vie aussi chez nous. Elle fait venir 50% des clients sur l'événementiel sont extérieurs. On fait un gros millier d'événements chez nous. Ouais. Et voilà, une autre activité qui est connexe à l'événementiel, c'est toute la partie food, traiteur. Donc on a aussi intégré avec un chef, toute une équipe. Parce qu'avant c'était externalisé, et vos clients en fait commandaient chacun le traiteur qu'ils voulaient. Ou c'était souvent nous qui leur proposions 2-3 traiteurs avec des prix. Et donc maintenant on leur propose le traiteur morning avec notre chef, et pareil on peut adapter les gammes, etc. Donc, ce qui est une nouvelle ligne business pour vous. Complètement. Ouais. On a ouvert 2 restos, ça va ensemble, en interne, à Saint-Ouen et à Pont-Neuilly.
Et donc, on a des cuisines et on a des équipes. Donc, on peut faire du traiteur. Et donc, voilà, on a fait traiteur petit-déj, traiteur salé aussi pour le soir. Donc c'est assez chouette. Et puis, c'est marrant, on se développe. On est en train de réfléchir à un resto en ce moment. Donc, voilà, on est en train de réfléchir à torréfier notre café. On fait plein de trucs chez Morning. C'est ça qui est aussi excitant, c'est qu'on a plein d'idées et finalement, on est une plateforme avec 1000 clients. Voilà, en ce moment, on réfléchit aussi au comité d'entreprise Morning demain. Qu'est-ce que ça pourrait être de lancer un comité d'entreprise pour que les boîtes qui arrivent chez nous puissent proposer à leurs salariés des avantages qui sont sympas. Et donc, voilà. Donc c'est presque créer un nouveau sujet juridique, le comité d'entreprise coworking. Ouais, peut-être. Je sais pas si on va le spin-offer, mais effectivement, la boîte qui part de chez nous, elle pourrait potentiellement le garder. Ouais. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a 3 grosses activités. La food qui arrive en 4e, qui est un peu connexe à l'événementiel, mais qui quand même commence à prendre de la place en elle-même. Et plein d'autres trucs qui sont en train de cuire sur le feu et qui demandent qu'à éclore. Donc on s'amuse bien. Tu t'amuses bien et tu n'arrêtes pas parce que tu as plein d'autres sujets sur lesquels tu travailles, mais notamment tu es l'un des cofondateurs de la Climate House. Ouais. Alors, on a déjà reçu... Tout le monde, j'ai l'impression. Beaucoup de cofondatrices. Laura Beaulieu, Lucie Vache, Claire Breton, récemment. Je crois que tu es le premier garçon entrepreneur que je reçois. Heureusement, quand même. Un peu d'égalité voilà, de sexe, ça fait du bien. T'es le premier. J'imagine qu'avec eux, ton action, tu creuses aussi le lieu durable. Pas encore assez. Ouais. Le lieu durable en tant qu'espace physique, ça fait partie des petits sujets que j'ai en tête, c'est comment je raccroche un peu plus Climate House à Morning sur cette dimension immobilière. Typiquement, en ce moment, on discute avec la CEC sur ce sujet immobilier et durable et comment on peut faire switcher encore plus ce secteur qui a besoin et qui est très énergivore et qui a besoin encore plus d'aller beaucoup plus loin. Donc oui, ça fait partie des petits sujets que j'ai en tête. Mais oui, la Climate House, c'est une magnifique aventure. Elle est toute récente, hein. Ça fait quelques mois, octobre, novembre. Ça fait même pas un an. Ouais, on a lancé en octobre. Même si le projet il avait commencé. Et nous tournons en mai, avant. je tiens à préciser, quand quelqu'un écoutera ce podcast en décembre l'année prochaine. Voilà, on est en mai. Donc, et vous n'êtes pas loin de nos studios, quand on tourne chez nous, chez Feuille Blanche. On est effectivement rue du Caire. Rue du Caire, rue du Soub, sur l'ancien immeuble du NUMA. Donc il y a un truc un peu historique. Donc c'est le berceau des startups digitales de l'époque 2010, Sentier, etc. Et on l'a reconverti en l'idée de créer un écosystème, un effort collectif pour augmenter, accélérer la transition. Et donc voilà, c'est très bien parti. C'est une machine à laver. Il y a des centaines d'événements déjà qui ont été organisés. Il y en a des centaines qui sont prévus. Il y a des colloques sur plein de sujets différents. Il y a des grands groupes qui arrivent et qui s'intéressent au sujet, qui demandent qu'à ce qu'on les accompagne. Et les grands groupes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent nous voir en nous demandant de participer à l'énergie collective. Ils ont pas forcément besoin de nous pour tracer leur stratégie. On se rend compte qu'ils ont souvent réfléchi, seul ou avec des cabinets, mais ils ont du mal à passer à l'action. Ouais. Et ils ont du mal à faire en sorte que leurs salariés passent à l'action. Et donc, ils viennent chercher l'énergie collective de la climate. Ils viennent se coller un peu à nous, ils veulent bosser chez nous pour accélérer en fait le mouvement qu'ils ont entamé ou pas assez chez eux. Donc ça, c'est assez chouette. Et donc c'est une superbe énergie. En tout cas, ce qui en ressort à chaque fois, c'est le côté très joyeux, en fait, qu'on peut faire. On peut œuvrer pour le changement de manière joyeuse et pas d'être dans l'anxiété permanente du mur qui potentiellement nous attend. Et compliqué de monter des projets dans le pessimisme. Exactement. Donc, exactement. Mais il aurait pu y avoir un collectif qui était très rabat-joie, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est toujours avec plein de sourires. Donc, je pense que cette Climate House, elle a de l'avenir devant elle. Ouais, on est très tourné vers comment l'entreprise doit prendre sa part et comment l'entreprise peut être un accélérateur du changement. Il y a évidemment l'État, il y a évidemment l'individu.
mais l'entreprise, elle a un rôle majeur, et les grandes entreprises notamment. Donc faut qu'on se bouge ensemble. C'est ce que modestement j'essaie de faire avec Morning. Et voilà, c'est le colibri, quoi. C'est un petit peu chacun pour essayer de pas aller tous dans le mur trop vite si on y va. Voilà. C'est de ralentir ce moment. Le contrat. Alors un entrepreneur, il signe plein de contrats. Le premier salarié, le premier bâtiment qu'il a acheté, la première cession, la première acquisition. Toi, quelle signature a changé ta vie ou celle de l'entreprise? Il y en a beaucoup qui nous ont fait passer des étapes. Mais celle qui est sûrement la plus forte, c'est notre association avec Nexity, qui nous a fait passer une grosse étape et qui a aussi changé pas mal ma vie perso et dans le bon sens. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est bien dans notre association avec Nexity, c'est que on est resté très indépendant. Donc on a évidemment une culture qui n'est pas la même. C'est une boîte géniale, mais qui avait une culture de promoteur, donc qui est quand même plutôt top-down. Il y a une vraie hiérarchie. C'est quand même voilà. Puis c'est une grosse boîte, donc c'est beaucoup de classique. Collaborateurs, voilà. Voilà, c'est une grosse boîte. Pas si grosse quand même. C'est combien de collaborateurs? J'ai aucune idée en fait. C'était 8 000 pardon. C'est quand même un petit peu plus que Morning. C'est ça. On est 400 déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Récemment, ils sont, je crois qu'ils sont plus autour de 5 000, mais j'ai pas envie de dire de conneries parce que voilà, je gère pas cette entreprise. Et vous n'êtes pas aux mêmes endroits? Non, physiquement, on n'est pas aux mêmes endroits. Okay. Voilà. Donc en fait, ils ont eu l'intelligence de savoir nous laisser très indépendants, de nous permettre de bénéficier quelque part de leur protection, de leur ombre, de leur crédibilité. Aussi quelques bonnes façons de travailler ensemble. On a accès à droite à gauche à des expertises, à du réseau évidemment. Et donc c'est une super association parce que ça nous a permis vraiment de grandir intelligemment. Sous leur ombre, mais sans que ça nous fasse de l'ombre. Enfin, je sais pas comment te. Voilà. Donc on est collé, mais on n'est pas fusionné. Fusionné, voilà. On reste complètement indépendant. Je suis le seul mandataire social de l'entreprise. J'ai pas besoin de leur demander d'avis si je veux recruter telle personne. Voilà. On a évidemment des limitations sur des choses qu'on peut faire. On peut pas prendre 100 millions d'engagements comme ça du jour au lendemain sans leur demander leur accord. Voilà. Mais globalement, voilà, ils nous font confiance. Ça fait déjà 6 ans, 7 ans qu'on bosse ensemble. Donc c'est chouette parce qu'il y a une relation de long terme qui s'est créée, une confiance. C'est aussi pour ça que je reste, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils vendent leur boîte et puis ils se barrent. Et ben en fait, non. Quand ça se passe bien, que c'est chouette, qu'on arrive à construire des trucs cool, ça donne envie de rester. Donc c'est ça qui s'est passé avec Nexity. Donc ouais, ça a quand même pas mal changé les choses, même si tu demandes à un salarié qui est là depuis quelques années chez Morning, il te dira j'ai pas eu de changement. Enfin, je vois pas trop l'impact de Nexity. Au quotidien, ils sont pas du tout présents. Donc c'est très light. Ce qui est plutôt bien pour toi poursuivre dans ce que tu avais commencé avec tes salariés, dans tes équipes, etc. Parce que quand il y a un trop gros choc de culture et une fusion totale, ça peut être compliqué. Très compliqué, ouais. On en parle souvent dans Cash Out, justement. Exactement. Donc ça a été, c'était vraiment une alliance parfaite, j'ai envie de te dire. Et c'est ça aussi qui fait que on est arrivé chez Nexity autour d'une 15 millions de chiffre d'affaires, et là on en fait à peu près 10 fois plus. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. On s'est un peu développé. Alors on a beaucoup grandi après le Covid, mais et là on aplatit quand même la croissance aussi parce que le marché ne permet plus de faire 50% de croissance. Donc voilà, mais c'est voilà, on est dans une autre étape, mais voilà, ça a été un beau contrat, ouais. Et tout à l'heure, tu disais que ce rapprochement, il avait fait aussi des heureux auprès de tous tes collaborateurs qui étaient là depuis plus de 12 mois. Parce que dès le départ, ou en tout cas très vite, chez Morning, tu as voulu partager la valeur. Ouais. Tu nous en parles ? Avec plaisir. Ça peut être très long, donc je vais essayer d'être assez... j'ai toujours pensé que le capital, d'une façon générale, était un outil qui devait être au service du travail, et le travail, c'est les gens qui bossent dans la boîte.
Et donc c'est pas que moi. Et donc j'ai vite donné une partie du capital en BSPCE. Alors tu te rends compte que quand tu donnes des BSPCE, les gens ils s'en foutent, ils comprennent pas ce que c'est, ils y voient très peu de valeur. Quand il y a tout d'un coup quelqu'un qui t'achète et qui transforme ses BSPCE en argent, ça change tout. Là, Donc, on comprend un peu mieux. Là, on comprend. Donc, ça a été un moment assez clé. Donc, c'est arrivé en fin 2018 avec Nexity Nexity. Donc, du coup, on a eu aussi ce qu'on appelle une valorisation aussi de l'entreprise avec une formule. Et donc, on a redonné des BSPCE, mais pour le coup, qui avait une vraie valeur calculable en fonction de l'EBITDA et d'autres choses. Mais bref, donc, il y avait une formule. Donc, tout d'un coup, les BSPCE avaient de la valeur et on a fait autre chose. J'ai aussi mis quelques pourcents en vente avec un petit effet de levier sympathique. Une action achetée, une action donnée. Donc j'ai été assez loin en fait dans le modèle d'association et d'incentive de toute l'équipe. Toute l'équipe, hein. C'est pas voilà, c'est tout le monde. Voilà, il y a pas quelles que soient ses 10 fonctions. Personnes. Exactement. Kamel, notre électricien, qui part bientôt à la retraite, grâce au BSPCE, il a retapé sa villa en Tunisie et il va aller prendre sa retraite là-bas. Tu vois, c'est un exemple pour moi qui est juste génial. Il a bossé 30 ans en France avant dans des boîtes complètement pourries. Il était au SMIC et là, tout d'un coup, il a touché des dizaines de milliers d'euros dans une start-up et heureusement qu'il est arrivé chez nous parce que l'électricité, il nous a fait beaucoup de bien sur plein de sujets. Et tu as eu cette démarche, parce que c'est pas évident d'expliquer forcément aux collaborateurs ce que c'est le BSPCE. Ça va avec de la transparence. Voilà, c'était ma question. C'est formidable. Je l'ai anticipé. Ouais, non, effectivement, si tu donnes des BSPCE, c'est des trucs que je dis souvent à des entrepreneurs qui se posent cette question des BSPCE. Il faut l'expliquer en long, en large, en travers. Il faut expliquer, faut donner un cours d'économie, de valorisation de l'entreprise, demain, qu'est-ce qui se peut se passer avec une valorisation, une levée de fonds, une liquidité sur une vente, etc., etc. Pour que les gens, en fait, et puis aussi qu'ils comprennent que le capital, ça a vraiment de la valeur pour toi. Et c'est financièrement potentiellement important, intéressant, mais c'est aussi une démarche. Et te dire que tu as un bout du bateau, c'est important. Quand tu es propriétaire de ton appart et qu'il y a une fuite, ça te fait chier. Et tu as envie de gérer le truc. Quand tu es locataire... Tu dis c'est le proprio qui va gérer. T'appelles le proprio, quoi. Voilà. Et voilà. Et tu t'en fous, tu changes d'appart. Donc pour toi, c'est aussi un levier d'engagement. Un énorme levier d'engagement. Et surtout, quand tous les salariés sont propriétaires d'un bout du bateau. Parce que quand tu fais une réunion avec des associés, en fait, t'es tous associés du bateau. Donc tu fais tous plus attention à ton bateau. Et donc tout d'un coup, je te parlais d'énergie collaborative. Tu démultiplies l'énergie que les gens ont envie de mettre. C'est pas forcément plus de temps, c'est de la qualité du temps. Voilà, les gens font plus attention. Ils sortent de la salle de réunion et puis ils rangent les chaises. Tu vois, je veux dire, il y a un truc de... Ils se sentent un peu comme chez eux, en fait. Exactement. Et c'est le cas parce que tu es transparent, tu leur dis, voilà, on est dans le même bateau, on rame ensemble. Et ça va aussi avec une démarche d'expliquer comment fonctionne l'entreprise, d'avoir aucun tabou, d'ailleurs. Et tu as été transparent jusqu'à tous les montants ? J'ai été transparent, pas tous les montants, parce qu'on n'a pas réussi à rendre transparent les salaires. Ça a été une de mes défaites. Tu voulais le faire ? Ouais, je voulais le faire. Les équipes voulaient pas ? Non. Okay. Il y a eu un beau débat. On était en Corse. Je crois que c'était en 2015 ou 2016. On était une trentaine. Et à table, j'ai posé la question, voilà, est-ce que les gens aimeraient qu'on soit transparent au niveau des salaires, là, à main levée ? Et donc, il y a plutôt un 60-40 pour transparence. Et je dis, on dîne, on en discute. C'est le débat. Et dans 2 heures, on refait le point. Et ça a changé. Ah, ok. Les gens, en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, en fait, ça va plutôt foutre la merde qu'autre chose. Alors que, globalement, les gens qui ont envie de le dire, ils le disent. On n'a pas des écarts de salaire de malade. Donc, globalement, c'est assez ramassé. Donc, je pense que voilà. Donc, on a acté ce jour-là que les salaires étaient pas transparents, qu'on faisait des grilles qui, pour le coup, étaient transparentes. Avec des fourchettes. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est le seul sujet, comme Lucas, par exemple, qui communique pas mal là-dessus, qui est un outil dont on se sert. Mais voilà, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Faire jusqu'au bout de la transparence. Mais au-delà de ça,
tous les salariés ont accès aux chiffres. On fait ce qu'on appelle un big meeting tous les 2 mois. À la fin du big meeting, j'ai des questions anonymes qui m'arrivent par un petit Google Form. Ok. Et je lis toutes les questions et je réponds à toutes les questions. Et les questions sont visibles pour tout le monde? Ouais. Ouais, génial. Bah, je lis les questions, en fait. Oui, tu les lis, lis. Ah, pendant le meeting? Ouais. Oui, d'accord. Je dis, bon, voilà, et t'en as qui arrivent au moment où je suis en train de lire. Et hormis les sujets qui touchent des gens particulièrement, typiquement le départ de quelqu'un, ça se passe mal avec quelqu'un, il faut qu'il parte ou j'en sais rien. Oui. Ça, on n'en parle pas. Oui. C'est quand même privacy, voilà. Donc, à part ça, je réponds à toutes les questions. Et j'encourage les gens vraiment à me les poser pour qu'il n'y ait pas de tabou. Tu vois, c'est important, je pense, quand tu arrives à ton boulot, que tu te dises, bon, j'ai une entreprise qui me fait confiance, dans laquelle j'ai une transparence. Le sans masque, il va aussi dans ce sens-là. Et tu as des entrepreneurs qui viennent te demander conseil, justement, pour, chez eux, mettre à un moment donné, c'est-à-dire pas forcément day one, mais un peu plus tard, ce système de BSPCE? Je pense une fois par mois. Comme j'en parle pas mal, ça fait partie quand même des trucs que je trouve avoir bien réussi et que je défends. J'en parle. Je suis au réseau Entreprendre typiquement, donc je sais pas, une fois par an, il m'invite pour en parler devant une dizaine d'entrepreneurs. Du coup, il y a quelqu'un qui dit tiens, appelle Clément, il va te parler de ça. Et donc ça m'arrive souvent et je prends tout le temps le temps d'en parler parce que quand c'est pas un combat, mais c'est partie des trucs que j'aime bien. Voilà. Défendre. Ouais. En parlant de défendre, je te propose la rubrique suivante. Parce que c'est notre projet! Est-ce que tu arrives à le faire? Le projet? Ce même cri. Ouais. J'ai dû le faire quand même quelques fois, je pense. Il est beau ce cri. On y a quand même cru à Macron, on y a cru. On va faire de politique. Je crois que j'avais commencé mon intro en disant le bureau n'a jamais été un sujet aussi politique. Ouais. Non, mais voilà. En tout cas, si toi, parce qu'on va faire de la politique comme tu dis maintenant, mais si toi, demain, tu devenais président de la République, ce serait quoi la première mesure que tu prendrais et pourquoi? Alors, figure-toi que j'ai écrit à Macron avant qu'il soit président. Je sais. Voilà. J'ai vu. Tu le savais, tu l'as. Et j'y avais proposé une réforme qui touche justement à l'actionnariat salarié. Oui. Avec cette idée qu'on pourrait organiser l'actionnariat salarié au niveau du greffe et de faire en sorte que une petite boulangerie pour qui c'est très compliqué d'aller associer son apprenti ou son petit salarié, puisse le faire de façon beaucoup plus simple. Avec 3 démarches en ligne, un coach, avec ça. En fait, je pense qu'en France, t'as quand même ce truc patron-salarié qui fait vraiment chier, contre lequel je me bats en fait à travers cette idée aussi de l'actionnariat salarié, de ce que j'ai fait chez Morning. Et je dis toujours à mes nouveaux aux nouvelles personnes qui arrivent, je prends le temps de prendre un petit déj avec elles, avec tout le monde. Je fais ça tous les mois. Et je leur dis, voilà, je suis quelqu'un comme les autres, parce que je suis patron d'une boîte de 300-400 personnes, que je suis différent, je suis quelqu'un de normal, vous pouvez me parler, enfin, tu vois, c'est vrai que quand t'arrives à une certaine taille, quand t'es le patron, les gens, ils te regardent avec une sorte de déférence, comme si t'étais Dieu, quoi. Et c'est vraiment casse-couille. Ouais. Donc, en fait, tu vois, et j'avais pas ça quand on était 30. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu de top-down, très, très vertical en France, qui se retrouve évidemment dans le patron. Et du coup, j'ai envie de croire que le fait de faire de l'actionnariat salarié quelque chose de quasiment systématique, donc j'avais proposé le CDI-A pour associé. Donc créer un nouveau statut, le CDI-A, quand il y a le CDD, il y a le CDI, il y a le CDI-A, et donc t'es associé. Et donc tu peux dire à tes parents, je suis associé. Je suis en CDI-A, tu sais, je suis partenaire, tu vois. En plus, A, tu sais, ça fait bon élève. Voilà, exactement. Et donc, j'avais proposé ça à Macron qui m'avait répondu gentiment. Il était ministre de l'économie à l'époque. C'est une très bonne idée. Voilà, mais bon, j'ai pas vu dans son programme derrière. Il faut réessayer avec le ministre actuel. Ouais, bien sûr. Je sais que ça va faire. Non, donc voilà. Donc, ça serait sûrement par rapport à ce que je sais, ma réforme. Après, je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants. L'éducation, on est évidemment un sujet. On est quand même en train de péricliter en France sur ce sujet. Waouh! Je t'avais prévenu de cette claque. Aïe.
un entrepreneur, dans la vie d'un entrepreneur, c'est des claques tous les jours, quelquefois plusieurs fois par jour. Toi, t'exagères. Non. pas du tout. Non. C'est pas du tout Il y a aussi des bisous. Ouais, Ah oui, ça peut être une alternance. Bisous, claque, Voilà. ça peut marcher. Toi, si tu avais une claque à nous partager sur ces années morning, ce serait quoi? Bah, je pense que la vraie claque sur ces années, c'est quand même le Covid. Ouais. Pour beaucoup de monde, hein, je pense, t'as sûrement cette réponse, j'imagine. Bah, surtout quand ton business est autour de lieux Ouais, c'est ça. ou de mobilité Quand ou t'es de voyage. restaurateur. Voilà. Donc moi, j'ai pris une demi-claque. Ouais. J'ai perdu la moitié de mon chiffre. Ouais. Je n'ai pas tout perdu. Il y a des boîtes chez moi qui ont tout perdu. Je pense à une boîte qui faisait privatiseur, ils étaient 90 chez moi. Donc à la fin, ils étaient 15. Donc ils m'appelaient genre toutes les deux semaines. Enfin bon, on les accompagnait, évidemment, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Donc entre mars et août, on a perdu, je crois même 60% de notre chiffre d'affaires. Donc toutes les petites boîtes ont utilisé la flexibilité. C'est super, la flexibilité. Donc, sauf dans ce cas-là pour toi. Bon, là, ça a été dur. Ouais. Donc on a évidemment... C'est là où tu vois que une entreprise avec des salariés associés, le CDI-A, et bah, il y a une résilience aussi. Ouais. Dans les moments difficiles, bah, les gens serrent les coudes. Et puis on s'est bougé tous pour sauver ce qu'ils pouvaient sauver, négocier, batailler, mettre en place, conseil de guerre, quoi. Et j'imagine que tu n'avais pas de boîte dans tes clients qui avaient une nécessité de bosser, parce que c'était souvent des sujets sensibles, donc eux, généralement, ils ont on est resté ouverts, nous. Vous êtes resté ouvert. Vous pouviez rester ouvert? Ouais. Ok. On a enlevé tout ce qui est accueil, tout ce qui est barista, mais les badges fonctionnaient. D'accord. Et le Wi-Fi fonctionnait. Donc, on avait très peu de gens. Mais les gens qui voulaient venir dans leur bureau avec la petite attestation qui allait bien, pouvaient le faire. Exactement. Ok. Donc voilà. Donc ça a été un moment où t'apprends à t'adapter, quoi. Mais dans ces moments-là où en plus on ne sait pas, il y a le premier qui a annoncé de 15 jours. On sait tous que ça ne va pas durer 15 jours, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il se passe quoi dans ta tête? Sauf qu'il peut. Y a pas de. T'es en mode projet. Hein. Enfin, t'es en mode survie. Donc, c'est là où le collectif est cool. J'ai gardé ce qu'on appelait à l'époque le COCO, le comité des coordinateurs. Le COCO, on était 8. Ouais. On est resté 8 ans, les mêmes, dans le COCO. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle un CODIR. C'est plus mignon, le COCO. Le COCO, c'est plus mignon. On n'a pas de manager chez nous, on a des coordinateurs. Tu vois, c'est très différent. Voilà. Et donc, ce COCO, dans ce moment difficile, il a joué un rôle clé. Donc, on se parlait tous les jours. On a tout organisé. Voilà. Là, il a fallu quand même... on a une boîte hyper décentralisée, mais là, il a fallu quand même qu'on prenne beaucoup de décisions un peu plus centralisées. Parce que, l'urgence, un peu c'est la guerre, quoi. Donc, c'est organe de guerre, quoi. Un comité de guerre, on aurait pu le rappeler à ce moment-là. Et donc, c'est appeler tous les clients, appeler tous les prestats, appeler tous les partenaires, les bailleurs, tout négocier, tout machin, essayer de tenir la route, quoi. Et on s'en est très bien sorti parce qu'on a fait une année flat. À l'époque, on faisait 30 millions, on a fait 31 millions en 2020. Donc, tu vois, on est resté flat, on a même gagné un peu. L'année d'avant, on a fait 17. Donc, tu vois, il y a quand même un gap. On doublait quasiment tous les ans à cette époque. Et vous n'êtes pas retombé à diviser par 2. Voilà. Donc, c'est aussi parce qu'on avait une croissance embarquée. Mais les boîtes derrière sont revenues assez vite, modulo la deuxième vague. Ouais. Mais 21, 22, 23 ont été des années derrière formidables, de croissance folle. On a rajouté 4 étages à la fusée. Donc voilà, c'est une claque pour derrière un gros bisou. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? C'est la partie bisous. Ah. Après la partie claque. Elle est mieux, celle-là. Tout à l'heure, tu disais, une des questions que j'adore poser en entretien, c'est vous faites quoi le week-end? Alors toi, tu fais quoi le week-end? Écoute, j'ai 2 filles déjà, donc ça rythme un petit peu le week-end. Donc on essaie de faire des trucs chouettes. Soit on reste à Paris, on va de temps en temps à Fontainebleau voir ma mère, ou on se fait un petit week-end.
quelque part. J'aimerais bien créer des racines dans le sud-ouest. Donc, en ce moment, j'essaie de convaincre ma femme d'aller dans le sud-ouest. C'est pas complètement gagné, mais voilà. Je suis assez sportif. Je joue beaucoup au tennis. Donc, j'ai un petit rythme au tennis aussi, plutôt le dimanche. Voilà, mais j'ai pas un gros rythme, j'ai pas un truc qui me... T'as pas un petit rituel du week-end Non, pas trop. Et j'aime bien, en fait, avoir rien à faire. Et te laisser au gré de tes envies, ou des rencontres. Ouais, et puis on fait quoi ou de l'agenda des copains. Ouais, on va déj, tiens, allez, on appelle telle personne. Moi, j'aime bien avoir un champ des possibles assez libre pour qu'il y ait de la spontanéité dans le week-end. Donc ça nous arrive souvent de rien prévoir et puis de décider le matin, tout d'un coup, de partir à un endroit, ou aller passer la nuit en dehors de Paris. Voilà, il y a... Se laisser surprendre. Ouais, exactement. Enfin, moi, j'aime beaucoup la surprise. Ça fait partie du sel de la vie et donc... T'en organises ? Voilà. Des surprises ? Ouais. Ouais. Enfin, j'essaye, ouais. J'aime bien. Tu rêvais à quoi quand t'étais petit ? Je sais pas répondre à cette question. J'avais Michael Jordan en grand sur le plafond de ta chambre ? De ma chambre. Donc, je rêvais voilà, de trucs sportifs. Mais j'avais pas une passion. En fait, j'ai pas de passion qui me tient. Alors, en ce moment, j'ai quand même le tennis, mes enfants qui me trottent pas mal dans la tête, ma boîte aussi. Mais j'ai pas une passion, c'est-à-dire que je pense que je pourrais passer du coworking à autre chose. Ouais, sans problème. Voilà. Et quand tu te projetais dans quel type de métier, de profession ? J'ai aucune. En fait, tu t'es dit, je suis un chemin, un parcours étudiant. En fait, étudiant, j'ai eu, je pense, 2 révélations. Un, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime les projets. Ouais. En fait, j'ai comme c'est très collé à ma personnalité. J'ai pas peur du risque. Et tu savais ce que c'était l'entrepreneuriat ? Bah, je l'ai appris au fur et à mesure. J'ai monté une boîte quand j'étais étudiant. Ouais. Et puis j'avais un peu ça dans le sang globalement. Donc je savais que c'était un truc qui me portait. L'entrepreneuriat pour moi, c'est t'as une idée dans la tête et tu veux la faire. C'est pas monter une boîte, c'est juste réaliser des projets. Partir sur un voilier, faire le tour du monde, c'est l'entrepreneuriat. Donc voilà. Et le deuxième truc, c'est la tech. Donc j'ai quand même toujours été un peu geek. Donc j'adorais les ordinateurs. Moi, j'ai pas codé, machin, mais je faisais de la vidéo, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Donc j'ai toujours aimé la dimension tech, le pouvoir que ça pouvait t'apporter. Voilà. Donc j'avais ces 2 trucs en main. Et c'est pour ça que j'ai passé 9 ans chez Faber Novel. Tout au début, je suis arrivé au premier jour de Faber Novel, j'étais stagiaire avec Stéphane et puis on a développé cette boîte. T'es devenu CDIA ? Je suis devenu CDIA, effectivement, au bout de 2 ans. D'abord CDI et après A. CDIA. 2 ans après. Et on s'est éclaté. Ça a été une super aventure. Ah ouais, on s'est éclaté, bien sûr. On a fait plein de trucs très chouettes. On a monté des boîtes. Je suis parti à San Francisco. Le coworking est né de là aussi. Tout ça, c'est... La culture de Morning, elle est imprégnée de la culture de Faber ? Ouais, bien sûr. Bah, c'est tout le monde Faber. Stéphane, si tu écoutes, Clément. Non, mais il y a des trucs qui m'avaient frustré, évidemment, chez Faber, sur ces sujets d'actionnariat, typiquement, ou d'organisation, qui me ressemblaient pas complètement, parce que c'était la boîte de Stéphane. C'était sa culture et sa personnalité. Et donc, forcément, je pense que c'est aussi un sujet quand tu montes ta boîte, c'est que tu mets ton empreinte sans le vouloir, en fait. C'est ta personnalité qui te déteint complètement sur le truc. Et donc, je sais plus pourquoi je te disais ça, mais... Tu me dis ça parce que je te disais que ta culture chez Morning avait été imprégnée de ce que tu avais appris chez Faber. Bien sûr, 9 ans chez Faber avec Stéphane, ça évidemment, ça m'a appris à travailler, ça m'a appris à voilà, plein de choses. Donc on est encore très proches, on est très amis, on se voit tout le temps, on investit ensemble. Stéphane était aussi, Faber Novel était associé de Morning jusqu'à encore il y a 2 ans. Donc non, c'est une belle relation qu'on a construite. Il y a des choses que tu as dû désapprendre quand tu es devenu entrepreneur, quand tu as créé Bureau à partager puis Morning? Désapprendre, c'est une bonne question, on ne l'avait jamais faite celle-là. Je pense que ce que disait Gauthier est très vrai. J'essaye en ce moment de désapprendre à être trop franc, d'apprendre à m'adapter plus à mon interlocuteur ou interlocutrice pour voilà. Donc ça c'est un
un bon défaut que j'ai, mais qui peut se révéler typiquement pas le meilleur en communication. Et quand tu gères une boîte de 400 personnes... Tu peux pas te permettre ça comme quand on a 30, en fait. Exactement. Et tout d'un coup, tu peux plus dire les mêmes conneries spontanément. Ouais. Même si je garde une spontanéité, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, je me fais quand même un peu taper sur les doigts par Marie, notamment, qui est ma meilleure copine et qui est avec moi aussi depuis le début de l'aventure. Ouais. Donc voilà. Qui fait partie du coco. Qui fait évidemment partie du coco. Il n'y a plus de coco. Il n'y a plus de coco. On a dissous le coco. Et il a un nouveau nom ou pas? Il s'appelle le copilote. D'accord. Voilà, bon, maintenant on est 25 copilotes. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse grandir aussi d'autres personnes après le coco, et donc il fallait qu'on élargisse. Voilà. Et donc on a fait péter le coco pour le copil. Pour le copil, voilà. Voilà. C'est toujours ces organes d'organisation, c'est sans fin. Mais ça, c'est compliqué aussi à organiser, trouver la bonne orga, savoir qui tu fais monter. C'est super. Ouais. C'est compliqué. Voilà. Mais c'est sans fin. Mais c'est là où tu as besoin aussi d'être bien entouré, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Bah, ça se fait en collaboratif. Ouais, c'est le mot le plus important de cette boîte. Qu'est-ce que tu as envie de léguer? À qui? Alors, ma question est volontairement large. Comme ça, tu peux répondre. Léguer quand je meurs, tu veux dire? Ou le jour où, dans quelques années, on parle de toi. Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu as envie de léguer à tes filles? Qu'est-ce que tu as envie de léguer? Enfin, ton investissement aussi, tu vois, à travers la Climate House, à travers tout ce que tu fais avec Morning, où tu changes des habitudes, etc. Tu le fais avec une vision, un but. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace? Laisser comme trace. Je me pose pas la question comme ça, en fait. Tu as le droit, alors tu te la poses comment? je me la pose pas, en fait. Okay. J'essaie de faire des trucs qui me paraissent chouettes dans cette vie. À l'instant présent. Ouais. Mais en investissant quand même sur l'avenir, d'un point de vue... Ce qui me paraît être dans le chouette. Voilà, j'essaie de mettre mon temps au service de choses qui me paraissent importantes. J'ai la chance d'avoir des grosses responsabilités maintenant parce que j'ai plus d'argent, j'ai des gens qui comptent sur moi, etc. Donc cette responsabilité va avec quelque part le fait de faire les choses dans le bon sens et donc d'avoir un impact positif sur le monde qui m'entoure d'une façon générale. Donc la trace, je m'en fous un peu. C'est plutôt essayer de communiquer une énergie et de l'action. Voilà, je suis beaucoup dans l'action. Mais je me dis pas faut que j'ai une rue ou une statue à mon nom. J'imaginais pas jusque là. Je mourrais dans l'anonymat le plus complet possible. Je m'en fous complètement. Ça c'est j'espère être un bon papa, un bon compagnon de vie pour mes amis, ma femme, et ça me suffira largement. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission. J'aurais voulu aussi parler de tes activités d'investisseur, parce que tu investis dans pas mal de boîtes à impact. Je crois que tu as une nouvelle activité qui commence à poindre le bout de son nez. Tu veux nous en parler rapidement? Effectivement, avec un ancien de Morning qui s'appelle Benjamin, on a monté Albo, ALBO, qui est pour l'instant un petit fonds d'investissement petit, avec beaucoup de mes sous et un peu des siens, d'investissement dans des sujets impact. Donc on essaye d'allier intelligemment des investissements qui ont du sens avec une rentabilité financière. Donc ça, c'est le début. On s'éclate, on invente des trucs, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, investissement, club deal, peut-être monter des boîtes, en racheter, etc., etc. Donc ça, c'est assez cool. Et donc ça m'occupe un petit peu. Donc j'ai envie de dire que 80% de mon temps, c'est Morning, 20% c'est le reste, c'est Albo. Et puis j'ai une équipe de vie aussi, beaucoup sur le sport. Et c'est vrai que mon boulot aujourd'hui, c'est d'être bien dans ma tête pour avoir des bonnes idées. Et donc, ce qui est primordial quand on est entrepreneur. Oui, mais à l'époque, t'es quand même plus à charbonner. Oui. Maintenant, je pense qu'il y a un changement un peu d'époque, de prise de conscience de ces sujets, et puis peut-être la maturité qui fait qu'on se rend compte à un moment que c'est important, cet équilibre.
J'arrive pas à croire que j'aurai bientôt 50 ans, tu vois. Ça ne se voit pas. Merci. Clément, avant de se quitter, il y a une petite tradition dans ce podcast, c'est que avec Olivier Mathieu et Thomas Benzazon, mes 2 acolytes sur ce podcast, on souhaite féminiser à notre manière ce monde de l'entrepreneuriat qui est encore très masculin, même si ça s'améliore. Et donc, j'avais envie de te demander quelle femme entrepreneur tu voulais mettre en lumière, femme entrepreneur à qui je tendrais aussi. On dit femme entrepreneur ou entrepreneuse? Alors, il y a un long débat là-dessus. Okay, je fais un petit clin d'œil à Isabelle Rabier qui préfère qu'on dise entrepreneuse. Mais moi, je trouve que c'est pas très beau à l'oreille, donc je préfère dire entrepreneur-re. Ouais, là, c'est... Et donc, on lui tendra le micro. Et cette personne que tu choisiras, je te propose aussi de lui poser une question. Et on lui fera une question surprise le jour où elle passera à notre micro. Alors, tu m'avais quand même posé la question avant, sinon j'aurais pas. C'est quand même pas facile. Donc j'ai choisi une femme qui s'appelle Marine Billard, qui est une copine, qui a monté une boîte dans un secteur que je connais bien parce que ça fait partie, pas elle, mais beaucoup de prestataires que j'emploie, dans le cleaning, dans le nettoyage notamment d'hôtels. Donc elle a, je sais pas combien de dizaines, voire même de centaines de femmes de ménage et d'hommes de ménage, mais ce sont quand même plutôt des femmes de ménage. Et de gouvernantes. De gouvernantes. Et je trouve que c'est quand même pas facile. Pendant le Covid, elle a pris elle aussi une belle claque. Oui. Et surtout, je trouve que c'est tellement humain comme boîte. C'est-à-dire qu'elle gère des problématiques humaines toute la journée, des clients extrêmement chiants qui sont hyper exigeants, et donc elle a une poigne, elle a une énergie débordante, et donc Alors quelle question je lui pose? J'ai envie de lui demander quel est le truc avec un de ses salariés le plus dingue qui lui est arrivé, parce que je pense qu'elle a des belles histoires. Donc voilà. Eh ben, j'ai hâte qu'on lui pose cette question et qu'on l'invite dans nos studios pour enregistrer un 40 nuances de Sista avec Marine. Eh bien, moi, je vais te remercier, Clément, pour ce temps passé ensemble. Merci d'avoir répondu à mes questions avec franchise, honnêteté, sans masque. Et puis, je pense qu'on va bientôt t'entendre au micro de Cash Out, c'est sûr. Merci pour l'invite. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. Continuez à liker, commenter, partager, parce que c'est ce qui nous permet de faire découvrir notre travail. Et si vous ne voulez manquer aucun épisode des plus grands entrepreneurs français, abonnez-vous juste sous le bouton en dessous. Comme ça, vous recevrez directement l'épisode. À bientôt. Bye bye. Feuille blanche. 40 nuances de Next.